Actuellement, il exerce au niveau de la clinique d'Amsterdam et c'est un expert marocain, vraiment un expert. On doit profiter aujourd'hui de lui, c'est un expert en anesthésie locale. Merci. Merci à toute l'équipe pour le travail que vous faites ici, pour avoir un bon plateau technique et je vois qu'il y a l'ambiance pour assurer de bonnes conditions de travail. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de l'anesthésie locale en globalité. J'ai essayé de vous sélectionner quelques pratiques, quelques blocs que vous devriez pratiquer quotidiennement, par la neurostimulation ou par l'échographie, peu importe. L'essentiel, vous devriez savoir que la pratique de l'anesthésie régionale, actuellement, elle a beaucoup profité de l'anesthésie, de l'apport de l'échographie. Vous allez me poser la question, est-ce que l'échographie a apporté un plus? Oui, il a apporté un plus. Ça n'a pas diminué le nombre d'accidents ou d'incidents par rapport à la neurostimulation ou par rapport à la technique transvasculaire. Par contre, on a profité de l'échographie parce qu'on sait on voit ce qu'on fait, on voit l'injection d'anesthésie locale, on évite les nerfs, on évite les artères et on injecte sur les nerfs et ça permet essentiellement de réduire la quantité d'anesthésie locale continue. Ça, actuellement, c'est codifié, c'est connu, c'est standardisé. Pour la diminution d'incidents, il est trop tôt pour dire effectivement que ça a diminué. Il faut peut-être attendre 10-15 ans pour dire, c'est comme la cellulchirurgie, hein. Il fallait attendre depuis 90 jusqu'à maintenant, quand on a fait des travaux pour avoir l'effectif de travaux assez importants, de malades assez importants, pour dire que la cellulchirurgie pour la véhicule est bénéfique par rapport à la laparotomie ou la sopostère. Alors, pour le bloc, nous allons commencer par le membre supérieur. Alors, vous savez que l'énervation du bloc du membre supérieur est assurée par le plexus brachial. Le plexus brachial naît à partir de C4, C5, C6, C7, C8. On a 6 racines au niveau cervical. Et bien sûr, le T1, on appelle un plexus long. Et à partir de ces racines-là, de C4, C5, C6, C7, C8, nous allons avoir le plexus brachial. À partir de là, ce sont des troncs qui vont se diviser en faisceau antérieur, postérieur pour former les faisceaux en postérieur derrière l'artère, le faisceau latéral, le faisceau médial, pour donner au niveau du plexus brachial, au niveau axillaire, les 7 nerfs que nous connaissons, le radial derrière l'artère. C'est ça. Dans le plexus, vous avez le numéro 4, c'est le nerf radial derrière l'artère. Vous avez le 5, c'est le nerf médian. Le 6, c'est le lunaire. Le 8, c'est le brachial cutané de l'avant-bras. Le 2, c'est le muscle cutané. Et le 3, c'est le nerf axillaire. Et ça, c'est le nerf supraclaviculaire, suprascapulaire qui va passer dans les l'échancrure claviculaire de l'omoplate. Il va assurer l'innervation du muscle sisépineux et infraépineux. Donc à partir de là, vous voyez que le plexus brachial au niveau axillaire est organisé autour de l'artère axillaire. Et il y a des fascias, certainement. Nous allons voir comment réaliser ces bouts. Donc, ça, c'est très important. Et à partir de ces nerfs-là, nous allons avoir l'énervation sensitive, que vous connaissez, au niveau de la face postérieure, c'est la radiale, au niveau de la face antérolatérale, c'est le muscle cutané, latéral cutané de l'avant-bras, latéral et intercostobranchial au niveau, et même, bien sûr, ici, c'est le nerf axillaire, et à partir de là, c'est le nerf suprascapulaire. Ce qui est important à connaître, c'est qu'il n'y a pas une superposition entre le dermatome, c'est-à-dire la sensibilité osseuse, c'est-à-dire l'ostéotome, la sensibilité musculaire, c'est le myotome, et le sclérotome. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici, vous avez la sensibilité cutanée assurée par le nerf musculocutané. Par contre, les muscles de la loge externe, c'est le nerf radial et le nerf ulnaire. Donc ça n'a rien à voir. La seule anesthésie pour le bloc qu'on peut faire un seul nerf, c'est quand vous avez un traumatisme du 5e doigt. Le seul nerf qu'on peut bloquer, c'est le nerf ulnaire.
vertèbre ancien, c'est le seul. Par contre, si vous avez le troisième ou quatrième au niveau de la main, il est très difficile pour faire un bloc. Il faut bloquer les trois nerfs essentiels. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'anastomose au niveau entre le médian, le radial, lunaire. Sauf pour le cinquième doigt, où on peut assurer un bloc simple au niveau, soit au niveau du poignet, soit au niveau de l'avant-bras, tiers moyen ou supérieur. Nous allons voir tout à l'heure comment. Alors, à partir de là, alors à l'échographie, bien sûr, on voit le nerf, on voit l'aiguille, on voit la progression et on voit l'injection de l'incision locale. Et bien sûr, dans certains cas où vous pratiquez la mise en place des cathéters, on peut voir les cathéters. Alors ça, c'est des principes de base de l'anatomie. Bon, le nerf, est-ce qu'on le voit noir ou gris? Ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes au niveau de la racine ou du plexus brachial, au niveau interscalénique, vous allez voir un rang noir. Pourquoi? Parce que le noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de tissu conjonctif. Plus on s'éloigne du médian vers la distalité, le nerf devient plus résistant et il est différent, il est entouré d'un tissu conjonctif assez riche, vaisseaux et des fascias. C'est pourquoi au niveau de radial, ici, le nerf radial, on le voit en hyper échogène avec des points de nid d'abeille. En nid d'abeille, par contre, au niveau des racines, le pourcentage du tissu conjonctif et de tissu myélinisé, c'est de 90%. C'est 80% de tissu myélinisé et 10% de conjonctif. C'est pourquoi on voit plus noir comme des liquides au niveau des racines. Plus on est en distal, plus ça devient hétérogène. Alors, veine et artère, c'est vite dépôt, on voit noir. Muscle hyperéchogène, hétérogène. Le tendon hyperéchogène et l'os, c'est hyperégène, ça vous le connaissez, ce sont des principes de base. Donc si on peut dire le nerf, ça peut être échogène, zéro, comme là, assez de tissu conjonctif et de tissu nerveux. Alors les aiguilles, on va parler tout à l'heure. Bon, les aiguilles, c'est très important. Hein. Ce qui est important dans cette histoire, il faut toujours aligner l'aiguille à la sangle. Ça, c'est très important. Pourquoi? Imaginez ici, vous voyez l'aiguille en sa totalité. Là, on voit ici, mais ce que vous ne voyez pas, ce n'est pas le bout de la sangle, c'est pas le bout de l'aiguille. C'est pratiquement le quart distal de l'aiguille. Ce qui est important parce que vous pouvez continuer à avancer, vous ne voyez pas votre bout d'aiguille. Et là, quelle est la technique pour mieux voir le bout d'aiguille? C'est aligner parallélisme entre la sangle et l'aiguille, le grand plan, hein, le grand axe, et vous voyez l'aiguille en sa totalité. Pour voir l'aiguille en sa totalité, il faut savoir tilter, rotation, inclinaison, de manière à voir. Maintenant, il y a des aiguilles qu'on appelle échogènes. C'est des aiguilles qui sont des empreintes au niveau de leur paroi externe. Ça permet d'améliorer l'échogénicité. Ça existe, mais bon, avec la pratique, vous voyez que la différence est vraiment très minime. Bon, la sonde, on la couvre avec un plastique stérile ou par un stérile. Nous allons voir tout à l'heure comment faire. Alors, comment on aborde le plexus brachial? On a plusieurs niveaux. On commence en haut. Le 1, c'est le bloc interscalénique entre les deux muscles scalaires. Les muscles scalaires sont des muscles inspiratoires accessoires. Et ce sont deux muscles qui sont grêles et très fins. Et entre les deux passe le plexus brachial. Donc C5, C6, C7. C5, C6, C7, C5. Et à part, bien sûr, il y a le C8. Et qui vont se regrouper entre les deux muscles qui vont donner un faisceau antérieur et un faisceau postérieur. Et à partir de là, si on le bloque ici, nous allons bloquer la totalité du plexus brachial. Le nerf, le plexus interscalaire, le plexus interscalaire, c'est surtout pour l'analgésie de la chirurgie de l'épaule. C'est essentiellement la chirurgie de l'épaule. Pourquoi? Parce que si vous voyez, parce que ce qu'on fait interscalénique, on a toutes les racines qui viennent à partir de C7 et T1 qui ne sont pas bloquées. Vous avez toute cette partie-là au niveau distalité qui n'est pas bloquée. Et c'est un excellent bloc pour l'interscalénique, pour la chirurgie de l'épaule. Pourquoi? Parce que vous bloquez les nerfs qu'on a vus tout à l'heure, c'est pratiquement tous les nerfs, et surtout le nerf suprascapulaire qui vient de la racine latérale ici, qui passe derrière l'omoplate et qui assure l'énervation de 50 à 60% des territoires articulaires de l'épaule.
Et si vous le bloquez, vous allez assurer une bonne analgésie post-opératoire. On peut bloquer au niveau supraclaviculaire, c'est à ce niveau-là. Supraclaviculaire, c'est-à-dire vous prenez la clavicule, vous avez l'artère sous-clavière, c'est le repère principal, et autour d'elle, autour de cette artère, vous allez avoir le plexus brachial entouré en grappe de raisin. Nous allons voir sur une belle image, c'est très simple. On peut le bloquer, c'est un bloc excellent aussi pour tout ce qui est, pas l'épaule, mais c'est pour le bras et le coude essentiellement. On peut bloquer un peu plus bas, l'infraclaviculaire, c'est là. Vous avez deux grands muscles, le muscle grand pectoral et le petit pectoral, plus juste au-dessus. Il y a le plexus brachial qui est autour de l'artère sous-claviculaire. Donc à partir de sous-clavière, à partir de là, vous allez avoir trois faisceaux, latéral, médial, postérieur et la veine sous-clavière. Donc là, c'est un excellent bloc, très simple, et ça permet essentiellement le bras et le coude. Et vient le chef de file le plus important, le plus simple, facile à réaliser et qui donne d'excellents résultats, c'est le bloc axillaire. C'est le bloc plexus brachial par voie axillaire. Sachez que dans 90% de toute la chirurgie que vous réalisez, si vous maîtrisez le bloc axillaire, c'est un excellent bloc. D'ailleurs, chaque fois que vous pouvez faire un bloc distal, réalisez-le. Pourquoi? Vous êtes loin de la région médulaire, parce que si vous êtes interscalé, vous avez beaucoup de complications artérielles et de complications post-vernales, le sympatholie. Ça, c'est sympatholie pharmacologique, donc c'est des complications de détresse respiratoire. D'ailleurs, ces blocs, on ne peut pas les faire chez une malade en insuffisance respiratoire, chez l'asthmatique, chez le CGAG, il ne faut pas les faire, parce que vous allez à coup sûr une paralysie.